Bien nourrir son animal, c'est l'un des piliers de sa santé. Mais l'autre réalité, c'est que même si on fait tout bien, un accident ou une maladie peut arriver et coûter très cher. Chose que j'ai compris un peu tard. C'est pourquoi je vous présente aujourd'hui l'assurance santé Lassie, le sponsor de cet épisode. C'est une assurance santé pour les chiens et les chats de tout âge et de toute race. Même les vieux matous et les vieux toutous peuvent être assurés. Lassie, c'est une assurance santé 100% modulable. Tu choisis entre 3 formules, bronze, argent ou or, avec un plafond de remboursement annuel allant de 1000 à 5000 euros. Un taux de remboursement des factures allant de 60 à 100% en cas de maladie et d'accident. Ce que j'aime particulièrement chez Lassie, c'est qu'il propose un budget de soins préventifs, prenant en charge, entre autres, les vaccins, les bilans annuels, la coupe de griffes, les antiparasitaires, le détartrage et même les séances d'ostéopathie et de phytothérapie. Ils ont une super équipe basée à Paris qui se charge du remboursement ultra rapide de tes factures qui sont traitées sous 24 heures. Et cerise sur le gâteau, avec le code ALLOPETS40, tu as 40 € offerts sur toute nouvelle inscription. Et tu bénéficies aussi de 15% des 2 animaux assurés. Et cette réduction, elle dure à vie. Va vite faire ton devis sur Lassie et je te laisse toutes les informations en description de cet épisode. Bienvenue sur Allo Pets, le podcast qui t'aide à comprendre et prendre soin de tes animaux. Je t'emmène avec moi à la rencontre de super pros qui viennent partager avec nous leur expertise. Éducation, comportement, alimentation et bien-être pour créer une vraie relation avec nos compagnons, mais surtout apprendre à mieux les comprendre. Je suis Romane, propriétaire peut-être comme toi, qui se pose de nombreuses questions sur nos animaux. Alors si toi aussi tu veux devenir un super pet parent, abonne-toi et découvre chaque mois une nouvelle thématique. Nourrir son chien ou son chat, ça paraît simple, dit comme ça. Et pourtant, c'est un vrai casse-tête. Plutôt croquettes, pâtés, rations ménagères, barf, on entend tout et son contraire. Sans parler des tendances et des promesses qui s'accumulent, du sans céréales au naturel, premium, vegan, hypoallergénique, ultra protéiné. Résultat, on est perdu. On sait plus quoi croire et on se fait souvent avoir. Mais bonne nouvelle, des pros sont là pour nous aider. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Charlotte Deveau. Elle est vétérinaire, nutritionniste, autrice de plusieurs ouvrages, fondatrice de la plateforme Truffe Campus et du podcast La Truffe dans la gamelle. Avec Charlotte, on passe pas par 4 chemins. Sa mission, c'est de casser les mythes sur la nutrition, rendre la science accessible à tous les dogs et cats parents et surtout, nous aider à faire des choix éclairés pour que nos compagnons puissent avoir une vie en pleine santé. Dans cet épisode, on va passer en revue les grandes questions que tous les pets parents se posent. Et une surprise arrive sur nos comptes Instagram. Alors, prêt à remettre un peu de science dans la gamelle ? Installe-toi bien, l'épisode va commencer. Salut Charlotte! Salut Romane! Bienvenue sur Allo Pets. Je suis vraiment ravie de commencer cette 2e saison du podcast avec toi. Alors, tu as été super attendue. Je suis vraiment trop contente de t'accueillir aujourd'hui. Du coup, je te laisse te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore. Je m'appelle Charlotte Deveau, je suis vétérinaire nutritionniste et maintenant une grande partie de mon travail c'est de faire de la vulgarisation scientifique sur les réseaux sociaux, donc d'expliquer ce que dit la science en matière de nutrition du chien et du chat au grand public via les réseaux sociaux. Je fais de la formation aussi pour les professionnels, donc j'ai un organisme de formation pour les vétérinaires, les assistants vétérinaires et les autres pros du chien et du chat, donc ça peut être des éducateurs, des comportementalistes, des ostéopathes animaliers. Et là, on va lancer aussi un programme de formation à destination des particuliers, parce qu'en fait, j'ai beaucoup de gens qui me demandent, qui disent, mais je veux choisir le meilleur pour mon animal, mais comment je fais? Donc on va leur lancer des toutes petites formations qui puissent avoir les informations qu'ils auraient eues s'ils étaient venus en consultation avec moi ou en consultation avec n'importe quel vétérinaire nutritionniste, et qu'ils puissent les avoir là depuis leur canapé, avoir juste la petite info en regardant une vidéo en chaussons avec le chat sur les genoux. Trop bien. Quelle intro. Du coup, est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer ce que c'est que le métier de vétérinaire nutritionniste? Est-ce que tous les vétérinaires apprennent la nutrition peut-être pendant les études? Est-ce que tout le monde peut devenir nutritionniste? Comment ça se passe? Alors, le métier de vétérinaire nutritionniste, donc c'est
nous, les vétérinaires, c'est comme pour les médecins, en fait. Il y a des vétérinaires généralistes comme il y a des médecins généralistes. Et après, on peut se spécialiser, faire plus apprendre sur une discipline. Et en fait, la plupart même des vétérinaires généralistes ont un domaine de cœur qu'ils aiment bien, sur lequel, de toute façon, on fait de la formation continue tout le long de notre carrière. Ouais. On se forme parce que, évidemment, on sort à 25 ans. Tu te doutes bien que 10, 20, 30 ans plus tard, c'est pas la même chose. Donc, on passe notre vie à se former. Mais comme on peut pas se former sur tous les sujets, on a des sujets qui nous intéressent plus particulièrement. Donc après, ceux qui se forment en nutrition, un vétérinaire nutritionniste, c'est le vétérinaire qui est capable de calculer le besoin énergétique de ton animal, calculer une dose de croquettes hyper rapidement, te conseiller sur quel aliment choisir, qui est capable de calculer une ration ménagère pour ton animal. Après, il y a deux types de vétérinaires nutritionnistes, ceux qui peuvent t'aider pour ton animal s'il est sain, il est pas malade, ils peuvent t'aider pour tout ce qui est quelle croquette choisir, comment faire une ration ménagère si tout va bien. Et après, il y a les vétérinaires nutritionnistes qui sont formés pour prendre en charge ton animal s'il a une maladie. Et là, c'est l'alimentation plus dans une optique de soins. Ok. Et après, est-ce que tous les vétérinaires font de la nutrition? Oui, dans les études de base, évidemment, on fait tous de la nutrition. Et tous les clients posent des questions de nutrition à leurs vétérinaires. Donc, tous les vétérinaires sont bien obligés de savoir répondre sur la base. Mais en fait, tous les vétérinaires font de tout. À partir du moment où on fait des vaccins ou des consultes généralistes, on est obligé de tout savoir. Moi, je suis obligée de connaître les bases de l'orthopédie pour pas dire de bêtises à mes clients. Mais après, on connaît nos limites et on sait dire, bah, écoutez, là, il y a une boiterie. Là, je pense que c'est le genou. Là, je pense même que c'est un ligament croisé. Mais là, faut aller voir l'orthopédiste. Donc, en fait, on a des bases sur tout. On peut pas être compétent dans tous les domaines. C'est pas possible. On est là pour avoir des bases sur tout et pour pouvoir après référer et dire, là, faut aller voir la personne qui est plus formée sur tel sujet. Donc, on a des bases en ophtalmo, en imagerie, sur tous les sujets, en dermato. Et après, on envoie vers une personne qui est plus compétente. Et est-ce qu'une personne, du coup, hors veto, peut devenir nutritionniste? Est-ce que moi, par exemple, je pourrais devenir nutritionniste pour animaux? Alors, l'utilisation du terme, je pense qu'elle n'est pas réglementée, donc oui. Nous, on forme des professionnels parce qu'en fait, on s'est aperçu que les professionnels non vétérinaires avaient le même problème que les vétérinaires, c'est-à-dire que les clients leur posent des questions de nutrition. Et toi, quand tu es professionnel, ton boulot, c'est de répondre aux questions de tes clients. Donc, ils vont répondre. Donc, on a décidé aussi de les former pour qu'ils puissent répondre. Donc, est-ce que pour autant ils se disent nutritionnistes? Je ne sais pas, mais on les forme en nutrition pour qu'ils soient capables de répondre. Et oui, sur un animal sain, ils peuvent être capables de conseiller des croquettes. Alors, ils peuvent pas formuler de la ration ménagère parce que par le code rural, c'est considéré comme un acte vétérinaire, donc on les forme pas là-dessus. Par contre, savoir conseiller un produit de mastication, conseiller une croquette, une pâtée, aider à faire un choix d'une marque et tout ça, ils peuvent le faire s'ils sont formés et il n'y a pas de souci à ce qu'ils le fassent puisque l'animal n'est pas malade et qu'il n'y a pas besoin du coup d'être vétérinaire pour le faire. Très clair. On va parler évidemment de pet food, donc du secteur de la nourriture des animaux. Est-ce que toi, tu travailles avec certaines marques? Est-ce que tu as des avantages à mettre certaines marques en avant plutôt que d'autres? C'est une question que peut-être beaucoup pourraient se poser au début de l'épisode. Alors c'est une question que les gens ne se posent pas souvent. Souvent, ils ont décidé que de toute façon, j'étais une grosse vendue. Mais en l'occurrence, oui, je travaille avec certaines marques parce que je fais des conférences. Donc, il faut savoir que des marques qui me proposent de faire des conférences à des vétérinaires et que moi, je pourrais pas aller louer une salle pour aller faire une conférence. Donc, je fais quelques conférences, mais alors vraiment pas beaucoup. En gros, ça représente 5% de mon chiffre d'affaires. Donc, si demain j'arrête les conférences, mon comptable s'en fout, tu vois. Je le fais parce que c'est l'occasion d'aller faire des confs, c'est l'occasion de voir les vétos en vrai. Moi, j'ai un organisme de formation à distance. On fait du 100% distanciel. Donc, c'est vrai que de temps en temps, aller voir des vrais gens, aller boire un petit verre avec eux, c'est sympa. Et j'aime bien faire des confs, donc j'en fais plus beaucoup, mais j'en fais encore un petit peu. Donc oui, je touche de l'argent des labos pour des confs. Et après, est-ce que j'ai des avantages à mettre en avant certains produits? Alors je mets en avant certains produits, je mets en avant les produits qui sont basés sur la science. C'est-à-dire que moi, je pense que la science, c'est le meilleur outil qu'on a pour comprendre comment fonctionne un animal et comment on peut le nourrir au mieux. Donc toutes les marques qui ont des scientifiques, qui font de la recherche, qui publient dans des revues, eh ben je pense qu'elles font des meilleurs aliments et des aliments plus adaptés aux besoins de nos animaux. Donc je mets en avant ces marques-là, alors sans vraiment mettre en avant les marques, mais je dis aux gens que moi je pense que les marques qui sont basées sur la science font du meilleur travail. Et par contre, je suis pas du tout rémunérée pour faire ça, c'est ma conscience. Je me dis, je me sens plus à l'aise avec ça, mais par contre, je ne touche rien des marques pour mettre en avant quoi que ce soit. Ce serait pas, enfin voilà, moi je tiens à mon indépendance et je tiens aussi à pouvoir dire quand ils font de la merde, parce que nul n'est irréprochable, donc à pouvoir les épingler aussi sur les fois où je dis là c'est un peu borderline quand même. T'hésites pas à donner ton avis, que ce soit je ne dépends pas d'eux parce que moi je dépends de mon organisme de formation. Donc qui me paye, c'est les professionnels qui viennent se former chez moi. Donc soit c'est les sous
eux-mêmes des professionnels, soit c'est les sous des fonds de formation, parce que souvent les OK. formations, ils sont payés par le FIPEL, Calliope, enfin l'OPCO quand tu te formes en tant que salarié ou donc j'ai des sous soit de l'État via les fonds de formation, soit des professionnels eux-mêmes, mais en fait je ne dépends pas des marques de pet food, donc je peux dire plein de choses et d'ailleurs me prendre plein de procès à ce sujet parce que souvent ils aiment pas trop ce que je dis. Oui. Mais et c'est ce qu'on adore chez toi aussi, tu sais? Merci. Le fait que tu sois transparente et que, peu importe, ce soit basé aussi sur la science et c'est trop important. Et du coup, je suis ravie aussi de t'avoir, sur ce point-là puisque, bah, aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de choses qui se disent. On est, souvent très, très vite perdus, devant tout ce qu'on nous raconte. Donc, c'est nécessaire. C'est vraiment nécessaire. Et du coup, tu partages beaucoup de conseils, en nutrition animale sur les réseaux sociaux. Pourquoi c'est si important pour toi? Alors c'est important pour moi, je me suis aperçue qu'à la base j'avais fait vétérinaire pour les animaux, mais qu'aujourd'hui je me bats presque plus pour les humains. Parce qu'en fait, ça me fait vraiment mal au cœur quand je vois des gens qui veulent vraiment faire le mieux pour leur animal et qui sont prêts à mettre de l'argent en plus dans une marque et qui au final vont mettre de l'argent dans une marque qui leur promet monts et merveilles mais qui leur ment et qui, je me dis mais au final ils ont mis de l'argent dans un truc qui est pas du tout bien pour leur animal et avec ce même argent ils auraient pu vraiment avoir un bénéfice santé pour leur animal et ça vraiment ça me fait mal au cœur à la fois pour l'animal mais surtout pour les gens parce que souvent en fait les marques dans lesquelles les gens investissent, les marques à la mode, alors, il y en a certaines qui peuvent être un peu délétères, mais souvent, c'est juste qu'elles sont quelconques. Tu vois, c'est un produit générique Ouais. vendu à prix d'or. Et je me dis, mais pour ce prix d'or-là, on aurait tellement pu avoir un truc intéressant. Et c'est plus ça, quoi. C'est vrai que moi, c'est des trucs, ça OK. m'énerve. Et souvent, d'ailleurs, je fais des posts ou des réels quand ça m'énerve, parce que je me dis, ah, mais c'est pas possible! Et puis, je réagis à ça, mais c'est ça. En fait, ça m'énerve de voir que les gens se font arnaquer, et c'est surtout contre ça que je lutte. OK. On va parler de croquettes vétérinaires et croquettes de grande surface ou magasins spécialisés. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, du coup, c'est quoi la différence entre ces 3 types de lieux où on peut acheter nos croquettes? Est-ce qu'il y a vraiment une différence? Est-ce que, on se fait avoir ou pas? Est-ce que nos vétérinaires nous incitent à acheter des croquettes vétérinaires, pour, les raisons qui leur sont propres ou non? Est-ce que tu pourrais nous éclairer un petit peu, sur ce sujet? Alors c'est vrai qu'on entend souvent, mais on me dit souvent, oui, de toute façon, les vétérinaires vendaient les croquettes vétérinaires pour empoisonner les animaux, pour qu'après ils soient malades, pour avoir du travail. Alors les gens connaissent pas trop la réalité des vétos. Nous, on veut moins de travail. On est tous au bord du burn-out, donc en fait, on ne Et chercherait ouais. pas à se faire Mmh. plus de travail. Et en plus, on serait assez bête pour donner ces mêmes croquettes à nos propres animaux, ce qui serait quand même le comble de la débilité. Donc non, les croquettes vétérinaires vendues chez le vétérinaire, elles ont un vrai avantage santé. C'est des croquettes qui vont être plus Ouais. techniques. Elles vont, par exemple, permettre de prévenir le tartre, permettre de prévenir le surpoids. Et surtout, pour moi, l'avantage le plus important, c'est quand elles vont être testées sur les urines des animaux. Donc, ça va être des produits OK. qu'on va donner à manger à des animaux. On va récupérer les urines de ces animaux et on va regarder ce qu'il y a dans les urines et voir si ça risque de favoriser les calculs ou au contraire, ça peut être protecteur. Donc, les roquettes vendues chez les vétérinaires, elles ont été testées pour être protectrices contre les calculs urinaires et les calculs urinaires, c'est vraiment un énorme problème de santé, particulièrement chez les chats. Et donc, ça, c'est un vrai avantage santé qu'on va pas du tout retrouver dans les autres. En grande OK. surface, on va trouver, alors, chez les grandes marques de grande surface, un bon rapport qualité-prix. C'est pas cher, c'est une qualité correcte. Alors, bien sûr que t'as pas non plus une Ferrari au prix d'une Twingo, mais en vrai, une Twingo, ça fait le job, tu vois. Donc, en fait, c'est des Twingo. Et une Twingo, bah, ça roule, ça fait le job, Mmh. ça y va. Donc, c'est pas une Ferrari, mais t'as une bonne Twingo. Et après, les animaleries, il y a de tout. Parce que là, j'étais en Mmh. animalerie ce week-end. Ma tension a un Oui, peu j'ai vu. augmenté, je t'avoue. J'ai vu. Quand je vais en animalerie, je fais des stories après pour me détendre. Et donc j'ai vu que tu pouvais trouver des marques considérées comme de grande surface, genre Whiskas et tout ça en animalerie. Tu peux trouver des marques vétérinaires, donc tu vas avoir Royal Canin, Hills, Proplan en animalerie. Et après tu as les marques, soit des marques propres de l'animalerie, donc c'est des marques que eux Mmh. ils vont faire eux-mêmes, comme ça ils ont plus de marge. Ils rachètent pas à quelqu'un, ils fabriquent la marque, donc ils ont plus de marge pour eux. Et t'as des Mmh. marques à la mode, un peu marque internet. Et là, on est un peu dans le royaume du bullshit marketing. Donc c'est pour ça que ma tension OK. monte un peu quand je vais en animalerie. Donc faut vraiment se méfier. Il y a des choses, des bonnes choses en animalerie, notamment il y a des marques vétérinaires. Alors pas des gammes vendues chez le veto, mais de la gamme en dessous. Généralement c'est l'ancienne gamme qui passe en animalerie, donc c'est un peu moins bien, mais ça reste quand même bien. Et après t'as le reste qui me tend un peu. Et donc, quand on fait ce choix-là de, d'aller acheter, par exemple, en grande surface ou en animalerie, au lieu d'acheter chez le vétérinaire pour l'instant parce que, bah, peut-être que, voilà, on a le magasin à côté de chez nous et donc on va acheter les croquettes à côté de chez nous. Tu parles du coup, tu faisais la comparaison avec, Twingo et Ferrari, c'est assez drôle.
Mais donc, est-ce qu'il y a vraiment un danger ou est-ce qu'il y a une problématique sous-jacente à ne donner que de l'alimentation de grande surface à nos animaux? Alors non, les grandes marques de grande surface, par exemple, il y a eu une étude de 60 millions de consommateurs qui a été faite sur les aliments pour chats. Donc ils ont étudié plein de marques. Les 2 premières, c'est des marques véto. Donc de mémoire, c'était Hill's et Royal Canin. Et Mmh. derrière, les 2 marques qui ressortaient, c'était 2 marques de grande surface, c'était Ultima et Purina One. Et après, tu avais OK. toutes les marques d'internet qui te vendent monts et merveilles qui étaient plus basses en qualité que les marques de grande surface. Donc si ton chat n'a pas de problème de santé, il est pas en surpoids, il a pas spécialement de tartre, il a pas de problème urinaire, t'as pas de budget, bah en fait, moi les propriétaires qui me disent j'ai un petit budget pour nourrir mon chat, bah en fait, allez en grande surface, prenez des grandes marques de grande surface qui ont été bien notées par 60 millions de consommateurs et c'est très bien. Après la question c'est si OK. t'as le budget, où est-ce que tu le dépenses? Dans ce cas-là, si t'as le budget, je te dirais d'aller vers des marques vétérinaires parce que ce budget va être traduit en bénéfices concrets pour ton animal, tandis que si tu vas sur les marques à la mode, bah ce budget il va être traduit en bonne conscience pour toi parce qu'ils vont dire ouais, c'est respecte sa nature, c'est fait avec amour, roulé sous les aisselles, tout ça, mais pour ton animal, ça va rien changer parce qu'en fait, ce sera pas mieux que la grande surface, t'auras juste payé plus cher pour te Mmh. donner bonne conscience. OK. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a dans les croquettes concrètement? Qu'est-ce qu'on retrouve, dans nos croquettes? Alors, ce qu'il y a dans les croquettes, c'est ce que nous on mange pas. Donc quand t'abats un animal, t'as ce qui part pour les humains, donc le filet et les morceaux nobles que nous on mange par culturellement, tu vois. C'est en fait, il y Mmh. aura pas les mêmes choses dans une croquette en Europe ou en Amérique du Sud, c'est en fonction de ce que nous on mange. Mais nous, notre génération, je sais pas si toi tu manges des riz de veau, des rognons, des tripes, tu vois, des trucs comme ça. Bon. Voilà, de la langue, ça, il y a plus que ma mère qui bouffe ça, tu vois. Nous, notre génération, on est là. Alors nous, ce sera le filet, s'il vous plaît. Moi, même sur le poulet, je suis là. Non, mettez-moi le blanc. Non, quand il y a l'os, j'aime pas. Tu vois, on est un peu des grosses chochottes, donc on bouffe plus rien. Donc du coup, ça, bah en fait, ton animal, il est abattu. Tu l'as sur les bras, tu dis, ben on fait quoi, puis personne ne bouffe. Mmh. Donc ça part en pet food. Mais en fait, c'est pas des mauvais produits, c'est juste des produits que nous, on mange pas parce qu'on est des grosses chochottes de la viande. Mais c'est très culturel. Il y a des cultures où en fait, donc ça c'est ce qu'on appelle des sous-produits. Et sous-produits, ça veut dire c'est des trucs que tu n'as pas abattu l'animal pour ça, tu as abattu l'animal pour son filet, pour les morceaux nobles que tu peux vendre aux humains, mais en fait tu te retrouves avec ces produits sur les bras, il faut les valoriser. Donc on appelle ça sous-produit, pas parce que nutritionnellement c'est moins bien, mais parce que économiquement c'est moins bien valorisable parce que nous on les bouffe pas. Mais si tu vas en Chine, t'arrives dans un abattoir en Chine, tu dis oui, c'est où votre catégorie sous-produit? Là, ils te regardent, ils font sous-produit, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous entendez par là? Donc, tu leur expliques. Ils sont là, non, ça en bouffe. Non, ça en bouffe aussi. Non, ça en bouffe. En Chine, les pattes de poulet? Ah ben non, on les bouffe. Les langues de canard? Ben non, on les bouffe aussi. Ah d'accord. Donc eux, les sous-produits, c'est les plumes, quoi. Mais du coup, ils les mettent pas en pet food. Donc la notion de sous-produit et ce qui Ouais. part dans le pet food, c'est en fonction de nous. C'est qu'est-ce que nous on mange et qu'est-ce que nous on mange pas. C'est un problème culturel. Donc part dans le pet food ce que nous on est trop chauchotte pour manger. Mais c'est pas forcément des choses qui sont pas bonnes. C'est juste des choses que nous on mange pas. OK. Et par rapport à la cuisson, est-ce qu'il y a, donc il doit y avoir pas mal de choses à respecter quand on produit de la croquette. Qu'est-ce qui nous montre que la croquette est de bonne ou de mauvaise qualité, par rapport à son process de fabrication? Bah, le process, en fait, il est le même pour tout le monde parce qu'il est régulé OK. légalement. Donc, légalement, tu dois cuire à cœur à 90 degrés pour des raisons sanitaires. Pour dire, pour pas qu'il y ait de bactéries, faut que ta croquette, elle soit montée à 90 degrés à cœur. C'est comme les steaks de chez McDo. Tu dois les mettre à cœur à OK. 90 degrés pour être sûr que personne ne fera une intox alimentaire, c'est pareil. Donc, en fait, toutes les croquettes sont cuites entre 90 et 140 grands max degrés. Et la chaleur, elle arrive parce que c'est de la pression. En fait, c'est une vis sans fin qui met la pâte sous pression. Et avec cette pression, la chaleur monte. Donc, en fait, c'est vrai qu'il y en a plein qui surfent là-dessus en disant oui, nous, alors c'est cuit à basse température. La basse température définie par Oui. l'ANSES, c'est 70-80 degrés. Donc, c'est pas possible que ce soit cuit à basse température parce qu'au plus bas, ils doivent être à 90. Et en fait, même à 140, ça reste une température qui est quand même pas déconnante quand tu vois que nous, à combien tu règles ton four pour faire cuire tes gratins, quoi. 180, 200, un four à pizza, ça monte hyper haut. Donc, en fait, de facto, le process fait que c'est cuit à pas très haute température et ils sont tous obligés de faire pareil parce que c'est la loi. Donc, ceux qui disent oui, nous, on fait mieux que les autres, t'es là, bah, probablement que, en fait, pas trop différent des autres. Donc c'est pas OK. un truc discriminant. Et quand on essaie de te pipoter là-dessus, on essaie de dire oui, alors nous on a un process hyper respectueux, machin et tout, cuit à la vapeur. Oui, en fait, comme tout le monde, ils mettent de la vapeur d'eau dans la pâte pour la cuire, mais ou alors la pâtée par exemple, il cuit à la vapeur. Bah oui, c'est une grande cocotte minute géante. OK. Donc oui, c'est cuit à la vapeur, mais ils essayent de prendre le process et dire qu'est-ce qui pourrait faire rêver les gens dans cette cocotte minute géante. Tiens, on va dire que c'est cuit à la vapeur.
Donc souvent, ça, c'est plus de la manipulation Oh. marketing qu'un vrai avantage technique. OK, et la chaleur, est-ce qu'elle a un impact sur, la qualité du produit? Est-ce que ça le dégrade? Est-ce qu'il y a un stade où justement le produit est de moins bonne qualité? Alors oui, si tu prends toutes les gammes de chaleur, si tu prends par exemple toi ta viande, si tu la cuis à 70 degrés, elle sera plus digestible que quand elle était crue. OK. Donc la chaleur aide à la digestion, parce que tout simplement, ta viande, c'est des chaînes de protéines, et des chaînes de protéines, c'est un peu comme ton collier de perles, ton sautoir en perles que tu as oublié dans ta boîte à bijoux. Tu le ressors, tu as un truc plein de nœuds comme ça. Là, t'es là, d'accord. Donc donc pour le digérer, faut le couper, et pour le couper, faut le Mmh. desserrer. Quand tu cuis à 70 degrés, tu vas desserrer ton collier de perles, et donc les enzymes qui sont chargées de couper, elles vont pouvoir accéder. Donc la cuisson, ça aide la digestion. Donc une cuisson pas trop haute, c'est bien, et ça favorise la digestion. Après, quand tu passes sur des cuissons plus élevées, il se produit un truc qui s'appelle la réaction de Maillard. Donc la réaction de Maillard, c'est tout ce qui est très bon au goût et très mauvais pour la santé. Le grillé du steak, le grillé du pain, les chips, les Mmh. frites, tu vois. Et donc ce grillé du Ouais. steak, tu fais cuire ton steak, c'est le sucre qui va réagir avec les protéines, qui va faire le grillé. Alors bon, le grillé est très bon, mais nutritionnellement, ta protéine, non mais c'est vrai, le grillé du steak, rien que Oui. j'en parle, t'es là, ah c'est bon le grillé du steak. Oui. Ta protéine, elle a réagi avec ton sucre, et du coup, elle va plus être assimilable en tant que protéine, donc elle va plus être digestible, elle va être bonne au goût, mais pour ta santé, aucun intérêt. Donc, cette réaction-là, elle va être moins intéressante. Donc, est-ce qu'elle se OK. produit dans les croquettes? Oui, en petite quantité parce qu'on n'est pas sur les températures de ma boule. Donc oui, c'est un peu moins digestible qu'une ration ménagère que tu ferais cuire toi à la vapeur. Mais on n'est pas sur il n'y a pas de truc où je peux me dire, ah, ce produit-là, il a été hyper cuit, il n'est pas digestible. Pas du tout. Et d'ailleurs, les croquettes vétérinaires mesurent leur digestibilité, qui peuvent te dire les protéines sont digestibles à 85%, les lipides sont digestibles à 90%, l'amidon est digestible à X%, et les pourcentages sont toujours au-dessus de 85. Donc en fait, on est quand même sur OK. de très bonnes digestibilités. Donc c'est pas, en théorie, oui, la cuisson a un impact. Et toi, si tu cuis vraiment ton steak, tu l'oublies sur la poêle, bah, il va pas être très digestible. Mais sur des cuissons comme ça industrielles qui sont très calibrées, c'est pas un souci. OK, et les process de fabrication, en fait, ils sont pratiquement les mêmes pour tout le monde? Ah mais tout le monde fait la même limonade, hein, ça reste une croquette. Et d'ailleurs, tu vois les paquets, dessus ça te fait rêver, t'ouvres, c'est un paquet croquette. Si tu devais OK. comparer l'intérieur des paquets, t'as quand même toujours une croquette, une croquette, une croquette et une croquette. Donc alors il y a des nuances évidemment, il y a des croquettes qui ont prouvé qu'elles augmentaient l'espérance de vie des chats malades rénaux par exemple, donc c'est pas la même chose. Mais le process en lui-même, c'est une croquette quoi. Il y a pas 10 millions de façons de faire une croquette. Tu le mets dans un extrudeur, tu la chauffes entre 90 et 130. Enfin, tu vois, ça reste à peu près la même chose. Ouais. OK. Après, c'est les ingrédients, on va dire, qui sont mis dedans, qui font la formulation et qui font que, Ouais. par exemple, croquettes véto ou croquettes de supermarché, c'est, de moins bonne ou de meilleure qualité. Ça va être les C'est ça? ingrédients, oui, et en fait les analyses qui sont faites dessus et la constance du produit. Par exemple, une croquette veto, Mmh. si tu vas chez ton veto, il a ce qu'on appelle un product book, une clé produit en français, c'est un classeur. En gros. Mais un classeur où OK. t'as tout est détaillé. Par exemple, tu peux connaître la teneur en potassium, en sélénium de ta croquette, tu peux connaître la teneur en plein de trucs qui fait que eux ils analysent leurs produits et ils peuvent te dire exactement ce qu'il y a dedans. Donc par exemple, quand ils fabriquent leurs produits, ils ont leur usine, mais parfois il faut fabriquer par d'autres usines. Mais du coup, ils les contrôlent vachement. Et parfois, il faut fabriquer, ils font des analyses, et là, ils vont voir l'usine, ils disent, il y a plus de vitamine B, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Le mec, il dit, ah oui, j'ai un petit peu changé mon process de cuisson. Et là, ils disent, bah non, en fait, mais parce qu'ils analysent. Mais tu le dis, si t'analyses pas, tu sais pas ce qui se passe. Donc en fait, la différence entre des croquettes techniques et pas techniques, c'est de mesurer ce qu'il y a dans la croquette, de le tester sur des animaux, donc le donner à des animaux, et par exemple de mesurer les urines et de dire ah bah tiens, quand je donne tel aliment, dans les urines derrière, il y a moins de risques qu'ils fassent des calculs. Ou alors quand je OK. donne tel nutriment, alors ils vont ajouter des fibres, des oméga 3, des choses qui vont montrer leur impact sur la santé et dire bah tiens en fait si je donne une croquette pas trop riche en phosphore et très riche en oméga 3 avec des protéines de bonne qualité, bah mes chats qui sont insuffisants rénaux, ils vont vivre 2 ans de plus que les autres. Donc c'est des petites choses comme ça, mais c'est pas un truc qui très tape à l'œil et qui se voit. Et quand tu regardes les compositions, souvent les gens disent ah mais qu'est-ce que je dois regarder dans la composition? Mais la composition d'une croquette technique, généralement j'ai l'habitude de dire plus la composition est moche, plus la croquette est technique. Plus la croquette est technique, plus la composition est pas sexy en fait. Quand tu vois, c'est comme les laits pour bébé. Quand tu lis une composition de lait pour bébé, t'as vraiment pas envie de donner ça à ton bébé. Tu lis, t'es là. Ah ouais? Ouais, c'est pas très très sexy quand même, hein. Mais ils ont montré que c'était complet et que ça permettait d'apporter tous les nutriments qu'il faut à ton bébé. Et souvent ils vont ouais, c'est vraiment pas, tu vas pas voir écrit
bœuf de Kobe massé à la bière qui a été très heureux. Parce que non, mais c'est ça. Maintenant, les compositions, c'est ça. C'est à Ouais. qui frappe le plus rêver le chaland. Et en fait, Mmh. dans les croquettes veto, la composition, ils sont pas là pour te faire rêver. Eux, ils sont là pour avoir des résultats dans les publications scientifiques. Et donc, comment on pourrait, savoir tout ça derrière l'étiquette? Est-ce que, tu as un petit tips, pour, regarder du coup les étiquettes de nos croquettes? Et qu'est-ce qu'on doit voir sur nos étiquettes? Alors souvent, du coup, les gens ont envie de regarder la liste d'ingrédients et donc le dos du paquet. Mmh. Mais ce qu'il faut Ouais. savoir déjà, c'est que ce qui est écrit au dos du paquet, c'est pas forcément ce qu'il y a dans le paquet. Enfin, légalement, c'est censé l'être. Mais il y a plein de Mmh. fabricants qui écrivent, écoutez les gars, en fonction des ingrédients que j'ai mis, en théorie, on devrait se retrouver avec X%, 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 X%. T'es là, alors moi, je vis pas en théorie. Ton animal, il vit pas en théorie. Donc parfois, on voit des trucs, on est là, ah, c'est quand même bizarre, hein, autant de pourcents de protéines avec si peu Ouais. de sang, ça pue. On analyse. Ah, bah l'analyse, c'est pas ça, tiens. Et ça, c'est illégal, hein. Vendre un truc avec écrit sur le paquet, un truc qui correspond pas à ce qu'il y a dans le paquet, c'est illégal. Mais on a des preuves que c'est fait, parce que personne ne l'analyse jamais, et nous, quand on analyse, parfois, on a des surprises. Donc, moi, se baser sur une composition dont je sais même pas si ça correspond à ce qu'il y a dans le paquet, en fait, ton chien, il mange pas le packaging, quoi, il mange des croquettes. Donc, l'intérêt de juger ça, donc je ne regarde quasiment jamais sur les marques dont je ne suis pas sûre qu'ils fassent des analyses, parce que je me dis à quoi bon m'exciter sur des chiffres qui sont probablement faux. Donc, ce que je regarde, c'est l'autre côté du paquet. Le côté qui te vend du rêve. Et là, te dire, alors déjà, est-ce qu'ils respectent les règles? Est-ce qu'ils respectent la loi? Est-ce qu'ils vont pas me dire que ça peut soigner des maladies, ce qui est illégal? Est-ce qu'ils vont pas me dire justement ce qu'on a vu tout à l'heure, que c'est cuit à basse température alors que en fait non? Est-ce que, tu vois, qu'est-ce qui devant? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce qu'ils parlent vraiment de la santé de l'animal? Mais est-ce qu'ils s'y connaissent en santé animale déjà? Donc en fait, c'est évaluer la marque et la confiance que tu peux faire à la marque, parce que quand tu achètes une marque, tu leur fais confiance pour nourrir ton animal tous les jours de sa vie potentiellement. Et là, tu dis, mais à qui je fais confiance en fait? Est-ce que je fais confiance à deux jeunes sortis d'école de commerce qui sont arrivés sur le marché du pet food parce que c'est un marché en croissance à deux chiffres? Enfin, officiellement, c'est parce qu'ils adoraient les animaux. Mais bon, parce que là, tu fais pas une école de commerce, quoi. Donc, ils sont arrivés parce que le marché du pet food, c'est un marché en croissance. Et ils arrivent en mode, ah là là, mais nous, on va sauver votre animal, on adore les animaux. Avec quelles compétences? Avec quelles Et compétences tu prétends nourrir mon chien tous les jours que Dieu fait? Donc ça, c'est la vraie question à se poser. Donc se dire, est-ce qu'il y a quelqu'un de technique? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'y connaît en santé animale derrière? Un ou plusieurs, dans l'idéal. Est-ce qu'il y a plusieurs vétérinaires internistes, plusieurs PhD, donc des gens qui ont des doctorats dans le sujet? Ils sont pas forcément vétos, hein. Il y en a qui font la nutrition, il y a des ingénieurs agronomes. OK. Et c'est ça la question à se poser. Et se dire, tiens, est-ce que le marketing essaie de me manipuler? C'est pour ça que nous, on parle énormément de marketing, parce qu'en fait, c'est le meilleur moyen de juger d'une marque, puisqu'on OK. peut pas forcément faire confiance à ce qui est écrit sur le paquet. Et ouais, c'est fou ce que tu es en train de raconter là, parce que du coup, ça veut dire que on peut pas vraiment savoir et c'est, une quête, éternelle de recherche d'informations sur chaque marque Ouais. qu'on a envie d'aller acheter, quoi. Et oui. Et ben déjà, C'est de dire pourquoi j'ai envie d'aller l'acheter, ça c'est une bonne question à se poser, parce que souvent c'est parce qu'ils t'ont fait peur sur ce que tu donnes actuellement. Parce que si tu pensais que ton animal allait bien et ce que tu donnais actuellement c'était bien, t'aurais pas envie de changer. Leur premier job c'est de te dire, oh là là, mais ce que vous faites actuellement, mais ça va pas du tout, ma brave dame, vous êtes en train de tuer votre chat ou votre chien. Et après dire, par contre, nous, avec nos croquettes, ah là là, nous on fait bien mieux, hein, nous on va le sauver, hein, avec nous il vivra toute la vie. Ah, puis il va réduire le nombre de visites chez le vétérinaire. Et te demander déjà une chose hyper importante, est-ce que tout ce qu'ils disent, ils peuvent me le prouver? Moi j'adore, hein, les gens qui disent, on va réduire le nombre de visites chez le vétérinaire. Ah oui, vous pouvez le prouver? Juste pour les voir galérer un peu, tu vois. Parce que légalement, ce que tu dis dans une pub, non mais en plus légalement, tu peux pas raconter ouais, c'est n'importe quoi dans la pub. interdit. Mmh. La pub, ça doit être loyal, vérifiable, vérifiable. Ça doit être vérifiable. Tu me dis que ça va être moins de visites chez le veto, c'est génial, hein. Tous les vétos seraient très heureux parce qu'on a beaucoup trop de clients, on sait plus où les foutre. Mais dire, ok, ben prouvez-le-moi. À chaque fois qu'ils te disent un truc, prouvez-le-moi. Et normalement, oui, quand tu choisis une marque, eh ben, il y a une liste de questions qui a été faite par une association mondiale. D'ailleurs, c'est en anglais, c'est l'association mondiale des vétérinaires. Elle a fait une liste, en gros, mais c'est une liste de questions. C'est qui formule chez vous? Est-ce qu'ils ont des compétences en nutrition? Quel Mmh. test vous faites sur les matières premières? Quel test vous faites sur les produits finis? Enfin, tu vois, pour savoir en fait juger la compétence d'une marque. Après, tu peux te dire bon bah voilà, il y a des marques où on sait, des marques vétérinaires. Bah, c'est vendu chez le veto. En fait, le veto, il fait le job pour toi, quoi. C'est lui son job d'aller voir la technicité de la marque et après de dire bah cette marque-là, je sais qu'ils font bien leur job, mais si toi tu choisis une marque sur Instagram, bah c'est à toi d'aller poser des questions. Généralement, t'as quand même le service en sueur quand tu leur demandes ça, ils sont là, de quoi ils me parlent? Mais c'est toujours intéressant, moi de temps en temps j'aime bien. Ouais.
OK. Mais comment on peut s'assurer, de ça? Parce qu'en soi, il peut y avoir un, 2, 3 vétérinaires. On peut pas savoir du coup si ces professionnels-là s'y connaissent vraiment en nutrition. Sur la composition, on n'y connaît rien, donc tu vois, on peut même pas avoir de recul sur la compo et après sur le packaging, j'ai envie de dire, toutes les marques de croquettes ont intérêt à montrer une plus-value. Alors peut-être pas un catalogue de promesses, Mmh. tu vois, qui peut se faire voir sur certaines marques, mais certaines nouvelles marques, j'entends. Mais c'est super compliqué. Bah, c'est Comment on super s'y compliqué parce qu'en retrouve? fait, c'est pas bien régulé. Donc, faut savoir que ce qui régule le pet food, c'est la même chose que ce qui régule l'alimentation humaine. C'est la DGCCRF, donc la répression des fraudes. Ils sont un peu occupés en humaine. Donc, le pet food, c'est le Far West. Donc, en effet, il y a de tout et ils racontent n'importe quoi. Mais souvent, se dire, mais est-ce que c'est vrai? Pourquoi j'ai envie d'aller acheter chez eux? Est-ce qu'ils jouent sur la peur? Est-ce qu'ils essaient de me séduire? Est-ce que ce qu'ils disent, c'est plausible? Ou est-ce qu'ils essaient de surfer sur mes peurs, sur des grandes tendances, sur des croyances, enfin, on va un peu en parler après, tu vois, mais de voir toutes ces grandes tendances, en fait, il y a des espèces de red flags où il faut se dire, ça pue un peu, tu vois. Et puis la marque, je sais pas, quand tu l'as vu sur Instagram, tu te Ouais. dis bon, est-ce que vraiment c'est le bon truc, tu vois. Il y a un peu des choses comme ça à se dire. Mais moi, ce que je dis aux gens, c'est franchement, soit vous avez pas de thunes et vous restez en grande surface sur les grandes marques, soit vous avez la thune, vous allez chez Veto, mais fuyez tout ce qui se vend sur Internet parce que globalement, t'as quand même 90% de bullshit, quoi. Et c'est pour ça que Mmh. nous, maintenant, ce qu'on apprend aux gens, c'est à décrypter le marketing des marques. En fait, c'est la seule chose que t'as sous la main. Tu peux pas aller analyser la croquette. C'est vrai. On parlera des nouvelles tendances, juste après. Et donc, sur les croquettes, tu sais, il y a souvent, bon, comme tu dis, différentes promesses sur les différents types de croquettes, mais il y a aussi en fonction des races. Alors, est-ce que le fait d'avoir des croquettes spéciales races, c'est vraiment une plus-value? Ou est-ce que c'est du marketing justement? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de différenciant derrière ce spécial race? Aussi bien chat que chien d'ailleurs, hein. Les croquettes spéciales race, bah, en fait, c'est pareil, ça dépend. Donc, soit t'as des marques qui font de la recherche et du développement, et dans ce cas-là, elles identifient que certaines races peuvent avoir des problèmes particuliers. Donc, par exemple, les labradors, ils peuvent faire des maladies du foie par surcharge en cuivre. Donc, elles vont faire des croquettes labrador résistantes en cuivre. Les dalmatiens, ils peuvent faire des cristaux urinaires dus à certains types de protéines, qui vont faire des croquettes pour dalmatiens avec moins ce type de protéines. Les persans, comme ils ont les tous écrasés, ils n'arrivent pas à saisir leurs croquettes, donc il faut faire des croquettes d'une certaine forme. Donc, j'ai fait une vidéo Instagram à ce sujet d'ailleurs pour expliquer ça. Donc, ces croquettes-là, elles ont un vrai intérêt. Mais attention, ces croquettes-là, elles sont faites pour des éleveurs, pour de la reproduction. Et donc pour les animaux entiers. Donc si tu les donnes toi à ton labrador stérilisé, tu vas en faire une patate assez rapidement. Donc alors les persans, il y en a qui grossissent jamais, donc peu importe, mais il faut faire gaffe sur un labrador typiquement. Donc il y a des Ouais. vraies croquettes pour race qui ont un intérêt pour la race, mais ça c'est pour les marques qui ont cette science-là, qui sont capables de faire ces recherches-là. Et après il y a toutes les marques qui n'ont pas ça, qui n'ont pas de centre de recherche et développement et qui te collent juste un bulldog français en disant si c'est pour les bulldogs français. En quoi c'est pour les bulldogs français? On sait pas. Mmh. Donc là pareil, il faut se méfier, il faut dire quelle est la technicité de la marque. Est-ce que cette marque peut vraiment prouver les bénéfices et a fait vraiment de la recherche ou pas? Et les croquettes, par exemple, hypoallergéniques, qu'est-ce que ça veut dire exactement des croquettes hypoallergéniques? Alors, bah, ça veut rien dire parce que c'est un terme qui n'est pas régulé. Donc, tu peux mettre hypoallergique OK. sur n'importe quoi. Tu peux coller hypoallergique sur ta grand-mère si tu as envie. Tu as le droit. Ce n'est pas un terme régulé. Donc, les gens mettent hypoallergénique sur n'importe quoi parce que maintenant, beaucoup de gens imaginent que leur animal est intolérant. Alors, faut savoir que les intolérances alimentaires, ça existe, mais c'est rare. Donc, plein de fois, on pense que l'animal est intolérant, mais c'est pas le cas. Pour diagnostiquer l'intolérance alimentaire, faut que tu enlèves l'ingrédient, que ça aille mieux, et que quand tu le remettes, les symptômes se redéclenchent. Ce qu'on appelle un régime d'éviction-provocation. J'enlève l'aliment, je vais mieux, je remets l'aliment, je vais moins bien. Là, c'est un diagnostic. Souvent, c'est j'ai changé de croquette, ça allait mieux, donc le problème, c'était ça. Ben non, en fait, t'as changé 10 000 paramètres dans l'équation, tu peux pas conclure sur un ingrédient. Donc, soit t'as changé tes croquettes, t'es revenu aux anciennes, c'est ça, les symptômes sont revenus, tu peux dire il y a un truc dans les anciennes qui tolérait pas, mais tu sais pas quoi. Soit en fait t'as pas de diagnostic. Donc dans énormément de cas, en fait c'est pas des vraies intolérances, mais OK. c'est la mode. De donc ils vendent des croquettes comme ça en disant oh là là mais votre chien il est super fragile, il est super intolérant, je vais vous vendre des croquettes hypoallergéniques. Mais alors une vraie croquette hypoallergénique du coup c'est pour des animaux qui ont des intolérances à certains ingrédients et on est intolérant aux protéines.
Donc, on essaie de mettre une seule source de protéines et une seule source de protéines que l'animal n'a jamais rencontrée, parce que tu ne peux être intolérant qu'à quelque chose que tu connais. Et une seule source d'amidon, parce que dans les sources d'amidon, il y a quand même un peu de protéines, souvent d'origine végétale. Donc, imaginons, je te fais un chevreuil tapioca. Je fais une croquette chevreuil tapioca. Un ingrédient, chevreuil, pas très courant quand même. Tapioca, pas très courant. Ça pourrait être considéré comme hypoallergénique. Mais ton extrudeur, c'est un gros tube plein de pâtes. Toi, quand tu veux mettre ton chevreuil tapioca dans le truc, bah si avant t'as fait une croquette au poulet, il va y avoir du poulet dans ton truc. Si t'as pas nettoyé ton extrudeur. Et ça, les marques, à part les marques vétérinaires, personne ne nettoie un extrudeur parce que t'arrêtes la chaîne, ça coûte cher, c'est long, c'est chiant. Donc ça, c'est pas fait. Donc souvent, quand ils te mettent hypoallergénique, bah en fait, c'est pas le cas parce que les croquettes sont contaminées. Et ça, je te dis pas ça parce que je le pense, je te dis ça parce que les études scientifiques montrent que, en dehors des marques vétérinaires, quand c'est écrit hypoallergénique, quand ils font des tests PCR, ils retrouvent de l'ADN d'autres espèces. Et après, t'as carrément ceux qui font n'importe quoi et qui te mettent de l'hypoallergénique sur un truc avec 5 sources de protéines. Hypoallergénique Ouais. avec poisson blanc, saumon, je sais plus ce qu'il y avait, il y avait pois chiche, il y avait encore d'autres trucs. Enfin, je te jure, il y avait 5 sources de protéines. T'es là. Dans hypo, il y a quand même pas beaucoup, hein, en dessous. Donc on essaie de mettre une seule source. Et après, les aliments vétérinaires, eux, ils disposent d'un truc en plus, ils peuvent faire des protéines hydrolysées. Donc ce que ça veut dire, c'est que tu prends ta protéine, ton collier de perles de tout à l'heure là, tu le coupes en tout petits morceaux pour que ton système immunitaire puisse pas le reconnaître. Parce que l'intolérance, c'est une réaction immunitaire à la protéine. Donc là, tu le coupes en tout petits morceaux. Et ça, il y a que les marques vétérinaires qui ont la technicité pour le faire. Et donc, ils prennent les protéines et ils font que en couper en tout petits morceaux. Ils lavent leur extrudeur pour qu'il n'y ait pas de traces d'autres protéines et après, ils font leurs croquettes. Donc ça, c'est des vraies croquettes hypoallergéniques. Et d'ailleurs, il y a un terme légal, c'est aliments permettant la réduction des intolérances alimentaires ou un truc comme ça. Mais tu as un terme technique qui est régi par l'Europe et tu peux mettre ça que sur un aliment qui vraiment. Mais par exemple, même ce terme ne t'oblige pas à laver ton extrudeur avant. Tu vois. Tu te dis bon, ce serait bien de bien le faire, mais c'est pas non plus très contraignant. Donc faut se méfier parce que souvent hypoallergénique, ça veut juste rien dire. Et se dire déjà, est-ce qu'il y a qu'une seule source de protéines et une seule source d'amidon? Et leur demander, est-ce que vous avez lavé votre extrudeur? Tu vois, c'est comme si toi, tu faisais un gâteau sans laver ton mixeur avant, quoi. Bah, si avant, t'as fait un truc salé, ça va être un peu dégueulasse. Donc en fait, on peut retrouver hypoallergénique sur clairement toutes les croquettes sans savoir ce qui se cache derrière. Mm. Et du coup, comme tu le dis, les marques véto, elles, ont un process qui est beaucoup plus vérifié. Parce que tu vois, par exemple, moi, Ouais. ma véto m'a conseillé des croquettes hypoallergéniques pour Scotty, mon chat. Ouais, et pour le coup, là, ce sera des croquettes vétérinaires, donc ce sera des choses où il y a qu'une seule source de protéines. Elle peut en plus être hydrolysée et c'est vérifié. Et donc, dans les études scientifiques dont je te parlais tout à l'heure, ils montrent que les croquettes vétérinaires ne sont pas contaminées, mais les croquettes, ce qu'ils appellent over the counter en anglais, là, que tu trouves n'importe où, et ben celles-là, ça a beau être écrit hypoallergénique dessus, en fait, elles sont très souvent contaminées. Ok. D'ailleurs, je reviens un peu sur ce qu'on disait au tout début sur les croquettes. Après, on passera à autre que les croquettes. Qu'est-ce que tu en penses des croquettes, tu sais, multicolores? Alors pour moi, quand tu les vois, tu as l'impression que ce sont les pires du rayon. Mais est-ce qu'elles sont si catastrophiques que ça, ces croquettes multicolores pour Oh, chat? il y en a très peu maintenant. C'est un peu les trucs de grande surface. Ouais, Souvent, bah c'est oui, oui. pas trop du haut de gamme et c'est oui, bah, enfin, il n'y a pas trop d'intérêt. Je suis pas sûre que déjà les animaux voient tellement les couleurs et tellement un intérêt Non. à voir. Donc c'est plus pour le propriétaire. Tu vois, c'est un peu pour abuser les Ouais, propriétaires. C'est comme quand on était petit, on avait les céréales, espèce de Cheerios multicolores là. ouais, Donc multicolores là. c'est un peu plus pour amuser les gamins. Ou le chat, je pense que lui s'en Oui. fout. Mais ça a pas un grand intérêt et c'est vrai que mettre des colorants alors que t'as aucun intérêt nutritionnel et aucun intérêt pour le chat juste pour toi, pas trop Ok. l'intérêt du truc. Ok. Et est-ce qu'on doit changer du coup l'alimentation de nos animaux en fonction de leur âge? Est-ce que ça, c'est vraiment très important de le faire ou on peut lui donner clairement les mêmes croquettes tout au long de sa vie? Alors ouais, faut changer parce que t'as pas du tout les mêmes besoins en croissance que le reste de ta vie. Et surtout, en croissance, par exemple, pour les grands chiens. Un grand chien, ça naît, ça fait quelques centaines de grammes, et puis après, tu te retrouves avec un énorme machin de 60 kilos, assez rapidement d'ailleurs. Donc ils ont Mmh. une croissance vraiment très rapide, Ouais, trop. et ils ont besoin de beaucoup d'énergie, mais ils ont besoin de calcium et de phosphore en quantité régulée,
souvent les gens pensent que plus il y a de calcium, mieux c'est. En fait, on a montré que c'était une grosse bêtise et qu'au contraire, il faudrait plutôt limiter le calcium sur les grandes races parce que trop de calcium, c'est mauvais pour les articulations. Ils ont besoin d'oméga 3 à longue chaîne, donc les trucs qu'on trouve dans les huiles de poisson, là, le DHA, ça permet de former le cerveau et les yeux. On a quand même des publications qui montrent que si tu donnes pas de DHA à ton animal pendant la croissance, il sera plus con que si t'en donnes, quoi. Il sera moins intelligent et il fera moins bien faire les tâches. En fait, le DHA, c'est ce qui forme tes neurones. Donc si tes neurones Ok. sont pas bien, la membrane des neurones elle va pas bien, forcément l'information a plus de mal à passer. Ils ont besoin d'antioxydants parce que ça améliore la réponse vaccinale, qui a vraiment un intérêt. Et surtout, moi, ce que je dis à mes clients, je dis, mais en fait, c'est là où quand vous donnez de l'aliment, ça va créer du nouveau chien, en fait. Vous allez créer du chien avec ce qu'il va manger. Donc, c'est vraiment le moment où il faut investir dans la bouffe et donner une alimentation de bonne qualité pour créer du chien de bonne qualité. Ou du chat, d'ailleurs, mais la croissance du chat est quand même beaucoup plus réduite. Et une fois qu'ils sont adultes, bah, le gros truc, c'est la prévention du surpoids. Parce que on a beaucoup Oui. d'animaux qui sont stérilisés, qui sont sédentaires, et là, si tu leur donnes des croquettes chaudes, mais en fait, tu vas les faire grandir en largeur. Moi, tu vois, c'est de l'engraissement. Qu'après, si l'optique, c'est de le bouffer à Noël, pourquoi pas? Mais si l'optique, c'est de le garder avec toi en bonne santé assez longtemps, surtout pas. Et un animal senior, eh ben, il va avoir aussi d'autres besoins. Il va avoir les reins qui fatiguent. On sait que les reins, faut réduire la teneur en phosphore de l'aliment, parce que c'est le nutriment le plus problématique pour les reins. On va vouloir de nouveau les acides gras oméga 3, donc à la place du DHA, plutôt de l'EPA, parce que c'est anti-inflammatoire pour l'arthrose et tous les problèmes, les maladies chroniques qui vont venir avec l'âge. Et après, en fait, il y L'EPA. a EPA, DHA, c'est le nom des acides gras oméga 3. Donc, tu vois, les oméga 3, c'est les huiles de poisson. Et dans l'huile de Ok. poisson, en fait, tu as deux choses. EPA et DHA, c'est deux molécules chimiques. Si tu veux, ils ont un nom encore plus compliqué. L'EPA, c'est l'acide eicosapentaénoïque et le DHA, c'est l'acide docosahexaénoïque. Sympa. Ok. Sache que pour devenir vétérinaire nutritionniste, on doit s'entraîner à le prononcer comme supercalifragilistique. Si tu n'y arrives pas, tu n'as pas ton Waouh. diplôme. Non, c'est une blague. Donc c'est des molécules qui sont dans les huiles de poisson et qui sont vraiment être anti-inflammatoires. Et du coup, mais il y a deux molécules différentes. Il y a le côté DHA plus pour le cerveau et le côté EPA plus pour l'anti-inflammatoire. Mais si tu donnes de l'huile de poisson, Ok. ça fait tout. Hein, t'as pas besoin de te prendre le chou. Donc on remet de l'huile de poisson sur les seniors parce que ils vont plus avoir des problèmes d'arthrose, des problèmes de reins. Beaucoup de maladies de la vieillesse sont des maladies avec une composante inflammatoire. Donc on va lutter contre l'inflammation avec ça. Et après, chez les seniors, on a deux problèmes. T'as les seniors gros et les seniors maigres. Donc on va avoir deux types de Mhm. croquettes. Les croquettes restreintes en calories pour les seniors gros et les croquettes plutôt riches pour les seniors maigres. Mais on pourrait pas leur donner la croquette chaude. Parce que la croquette chaude, elle est trop riche en phosphore pour leur rein. On est obligé d'avoir trois stades. Mais après, attention, si Mhm. chaud c'est régulé et adulte c'est régulé, senior c'est pas régulé. Senior c'est comme hypoallergénique. Tu peux écrire senior sur une croquette super riche en phosphore, t'as le droit. Donc pareil, senior, Ah, faut faire confiance à la marque pour connaître les besoins du chien senior, parce qu'en fait, c'est pas, il y a pas un label qui va te faire dire on a respecté un cahier des charges senior. ok. Donc, si je reviens à ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que notre animal, il a pas de problème de santé, tout va bien et que on peut choisir un peu les croquettes qu'on veut si tu veux. En fait, dès il commence à y avoir un souci de santé, là, ça devient compliqué parce qu'il faut trouver la bonne alimentation en fonction de la problématique de l'animal. Et donc, et vient le biais de la race, et vient le biais de l'âge et des problématiques que l'animal commence à développer. Mais c'est pour ça que c'est un métier et que nous on Eh forme oui. des vétos pendant 1 an pour qu'ils puissent répondre à cette question de. Et encore, tu vois, il y a un cas simple, genre il a juste de l'arthrose, mais il y a aussi le cas où il a de l'arthrose et il est en surpoids et il est insuffisant rénal et là je fais ah mon Dieu. Donc oui, c'est pas si simple de réussir à tout concilier. Et en effet, bah on doit mixer les cahiers des charges de toutes les maladies, toutes les affections, le stade et ça, et essayer de trouver un compromis. Et après, il faut que l'animal le mange. Parce que tu peux trouver la croquette parfaite, Mm. typiquement les chats. Tu vas retrouver l'aliment parfait, ils vont faire non, je le mangerai pas. Donc moi, pour les chats, j'ai Ouais, toujours un plan B et un plan C, trop. tu vois. C'est là. Alors Ok. ça, sur le papier, c'est top. Donc j'ai une autre option, hein, parce que c'est pas dit qu'ils mangent ta truc top. Oui, les duchesses, on les Mm. connaît. Voilà. Et les friandises, on a tous des friandises chez nous pour récompenser nos chats et nos chiens. Mais je pense que c'est un vrai sujet. Et comment on peut choisir la bonne friandise sans faire trop de bêtises? Alors déjà, les friandises, faut se dire que ça doit être 10% du besoin énergétique. En gros, ton animal, par exemple, ton chat, il va manger 50 grammes de croquettes par jour. Bah, faut déjà pas qu'il y ait plus de 5 grammes de friandises et que ces 5 grammes, elles soient déduites des croquettes. Sinon, tu donnes 10% en plus et c'est là que tu engraisses ton animal.
Donc essayer de garder ça à l'esprit et surtout faire attention. Alors si c'est sous forme de croquettes, enfin ça ressemble, c'est sec et tout ça, tu peux comparer et te dire je prends 10% j'enlève 10% de ma dose de croquettes et je prends 10% sous forme de friandises sèches, ça va. Mais quand c'est des à côté plus d'humain, par exemple typiquement la tranche de jambon, bah ça faut faire Oui. hyper attention parce que je sais pas, il pèse combien Scotty? Elle pèse 4 kilos, 4 kilos, 4 kilos quelque chose. Ouais, donc voilà, une Scotty elle pèse à peu près 12 fois moins que toi, même plus que ça, tu vois. 15 fois moins que toi. Donc, quand tu lui donnes une tranche de jambon, un morceau, faut te dire, est-ce que si moi je mangeais 15 fois ça, ce serait toujours pas beaucoup? Parce que moi, j'ai des gens qui me disent, oui, mais je donne un quart de tranche de jambon, c'est pas beaucoup. Bah, sachant qu'il pèse 10 C'est fois moins énorme. que vous, peut-être qu'éventuellement, si vous mangez 10 quarts de tranche de jambon, vous ne trouvez pas ça pas beaucoup, ça fait quand même 2 tranches de jambon et demi. Et là, ils font, Ouais. ah ouais, ah ouais. Donc ça, sur les friandises, hyper attention parce que soit le chien fait 60 kilos et là on peut un peu se projeter, soit on a vachement de mal à se dire qu'il pèse souvent 10 ou parfois moins fois moins que nous et que du coup faut pas raisonner comme un humain, c'est pas un petit humain. Donc ça c'est la première chose. Bien la déduire des croquettes parce que sinon c'est en plus, mais du coup ça l'engraisse. Et après, bon, ça reste des friandises. Donc le but c'est pas que ce soit équilibré non plus, le but c'est quand même que ça leur fasse plaisir. Mais moi, j'essaie de choisir souvent les friandises les moins caloriques parce que, bah, en fait, le but de la friandise, c'est de faire plaisir au propriétaire et à l'animal. Et donc, souvent, on aime bien en donner beaucoup parce qu'on aime bien donner du plaisir. Donc, moins elles sont caloriques, plus on pourra en donner. Donc, pour choisir les moins caloriques, c'est celles les moins riches en graisse, généralement. Alors, soit il y a la densité énergétique qui est écrite dessus, soit faut juste regarder celles qui sont les moins riches en graisse. Comme ça, on pourra se dire, bah, je pourrais en donner plus. Alors, moi, j'aime bien les trucs chez le chat, là. Les trucs qui sont un peu soufflés. Les snackies, là, c'est des morceaux, et du coup, ça fait un peu popcorn. D'ailleurs, ceux qui aiment le popcorn, très pratique le popcorn, parce qu'en fait, tu donnes de l'air, quoi. Tu donnes pas grand-chose. Et Parce ouais. que le but de la friandise, c'est vraiment de faire plaisir. Combien de chiens, je pense au labrador, tu peux leur donner des air croquettes, ils sont hyper heureux. Tu peux enfiler 10 air croquettes dans le chien. Il a, Ouais. c'était bon, tiens, c'était bon. Parce que c'est plus le geste de leur donner quelque chose. Donc c'est ça, souvent. Moi, pour les chiens, je conseille hyper souvent les fruits et légumes. Parce que il y a plein de chiens, parce que souvent on donne des friandises aux animaux gourmands, parce que c'est ça qui leur fait plaisir. Les animaux pas gourmands, tu vois, les border collies, tu leur donnes une balle, ils sont bien plus heureux avec une balle en fait. Oui. Qu'est-ce qu'ils s'en foutent de ta friandise? Donne-moi ma balle. Donc quand tu donnes une friandise, c'est que l'animal est gourmand. Et souvent les animaux gourmands, ils aiment bien les fruits et légumes. Je leur dis mais génial, donnez des fruits et légumes parce que personne n'a jamais grossi avec une carotte, tu vois. Donc je leur dis mais donnez des morceaux de carottes, donnez des morceaux de pommes, donnez de la clémentine, donnez. Moi j'ai des propriétaires de labrador qui épluchent la carotte directement dans la gueule du labrador, pas besoin de compost, tu vois. Très pratique. Le labrador est content, les propriétaires sont contents, tout le monde est content et une pelure de carotte. Donc ça marche très bien. Alors dans les fruits, faire attention évidemment pas de raisin, c'est toxique. Pas d'avocat, mais au prix de l'avocat, je pense que personne ça viendra l'idée de tenir ça à son chien. Pas oignon, ail, poireau, mais en friandise quand même c'est pas très sexy. Mais après, j'ai des chiens qui mangent du brocoli, des trucs. Tant que ça leur fait plaisir. Et puis là, tu peux y aller. En brocoli, tu vas pas faire grossir ton chien. Donc là, c'est open brocoli sur la journée, tu vois. Ok. Tu disais pas raisin, on est d'accord que les raisins aussi bien secs que raisins frais, Ouais. ni l'un ni l'autre, on ne doit pas donner de raisin Ouais. Alors, aussi. Ouais. il y a une toxicité du raisin qu'on ne comprend pas. Et d'ailleurs, il y a des chiens qui mangent du raisin qui n'ont rien, mais il y a des chiens qui mangent du raisin et qui meurent. Du coup, on se dit, on va peut-être pas, parce que moi j'ai des chiens de vignerons qui bouffent du raisin et ils vont bien. Pourquoi ils vont bien eux? Donc on sait pas, mais clairement il y en a qui font des insuffisances rénales et on sait pas est-ce que c'est le type de raisin, enfin on sait pas, mais du coup on va pas prendre le risque, donc ça coûte quand même pas grand-chose de dire pas de raisin, quoi. Ok. Mais courgettes, carottes, on y va à gogo. Ah oui, c'est ça, S'il faut. courgettes, carottes. Pour les trucs à mâcher, pour les grands chiens, moi je te conseille des courges butternut. T'enlèves le trognon là, le truc dur. Ouais. Tu donnes la courge crue entière comme ça. Bon alors, de préférence en dehors de chez toi, si tu fais ça, ton tapis persan, c'est un peu dégueulasse, quoi. Mais le chien, il fait un truc à mâcher, il mastique sa courge, il grossit pas, ça l'occupe, c'est sain. Tu peux la prendre bio, tu vois. Les courges longues de Nice, ça marche bien. Sur les plus petits chiens, des carottes. Sur un corgi, les carottes à mastiquer, c'est très très bien. La courgette, enfin voilà, tous les fruits et légumes qu'ils aiment et qu'ils tolèrent. Voilà, à part ce qu'on a dit, hein, oignons et poireaux, avocat, raisin, le Ok. reste, tu peux y aller, quoi. Et les fruits rouges sont pas dangereux? Non, c'est juste qu'au prix, Pas tu vois, tu donnes des spécialement. framboises. Mais d'ailleurs, on a plein d'animaux, enfin, et on reparle encore une fois de nos amis des labradors, qui vont cueillir directement à la source. Moi, j'ai Ouais. plein de gens qui me disent, bah en fait, les framboisiers, non, le Y chien a, va, y a les plus rien. tomates, le chien va délicatement cueillir comme ça. Donc ouais, le problème des fruits rouges, c'est plus d'en avoir quand ton chien aime et que t'as un jardin, quoi.
OK. Et tomate, T'es par obligé contre, il me semble, c'est pas la tomate en elle-même qui est toxique, c'est le plant, c'est non? c'est si elle est verte. Les tomates vertes, c'est OK, toxique. Mais ils sont OK. pas cons, ils attendent qu'elle nourrisse, hein. Ils sont comme nous. Non, non, elle est pas encore assumée. Oui, c'est clair. Et pour les chats, parce qu'on parle de chiens, mais pour les chats en free qu'est-ce qu'on pourrait leur donner en friandises? Bah après, pour les chats, le yaourt, c'est pas très calorique et souvent ils aiment bien. Les crevettes, c'est pas très calorique, souvent ils aiment bien. C'est juste très chiant à donner parce que c'est tout gluant. Et après, pour le Mmh. coup, bah on part plus sur des trucs industriels parce que c'est vrai qu'en dehors de ça, donc tous les trucs soufflés, là, l'espèce de viande soufflée, c'est pas mal. OK. Et les Plus sticks au à lécher naturel, aussi, monsieur. parfois c'est pas mal. Ouais. Parce que Ah souvent, oui. ça peut ne pas être trop calorique si t'en as pas 3 tonnes. Le chat aime bien. Je pense à tous ceux qui font un peu de l'éducation avec leur chat, là. Comme Mmh. récompense, ça c'est pas mal. Comment on voit que c'est calorique sur, le paquet? C'est souvent la teneur en lipides, en gras. Au dos, t'as écrit matière grasse pourcentage. Si t'es en dessous de 12%, ça va. Si t'es au-dessus de 12%, ça commence à être calorique. Donc quand tu vois 18% de gras, tu fais, ouais, c'est un petit peu calorique quand même. OK. Et après, tu peux comparer du OK. coup. Bah oui. OK, super clair. On va passer un peu aux nouvelles tendances. Il faut absolument qu'on en parle. On voit émerger beaucoup de choses, l'alimentation fraîche, crue, aux insectes, sur mesure. Mais du coup, comment on s'y retrouve parmi tout ça et qu'est-ce qu'on peut, faire pour, savoir si c'est OK ou pas? Mais alors ça, c'est quand même intéressant de se dire pourquoi en fait c'est apparu. C'est beaucoup sur des croyances. Tu vois, l'alimentation crue par exemple, c'est la croyance que le naturel c'est mieux. Et ça date des années 90, hein, c'est assez vieux, ça a apparu en Australie, sur l'idée de votre chien est un loup, il doit manger comme un loup. Et c'est vraiment une idéalisation de la nature. C'est se dire, nous, on vit dans une société industrielle, l'industriel c'est pas bien, et donc faut que ce soit naturel. Mais ça, déjà, faut repartir à la base, le chien, il est pas naturel. En fait, c'est l'humain qui l'a créé, il n'y a pas de chien dans la nature, il n'y a pas de chien sauvage. Tu fais ton footing au bois de Boulogne, jamais tu croises un Calais King Charles sauvage, ça ne s'arrive pas. Et la nature, si elle avait eu le choix, elle aurait pas pris le bulldog français. Elle aurait dit non, lui, on le garde pas. Tu vois, quand le chien, il arrive même pas à mettre bas tout seul, à respirer tout seul, sans qu'on l'opère du poil du palais, tu sens que c'est pas naturel. Donc en fait, on idéalise, on se dit, ah oui, c'est un peu comme dans la nature. Ouais, sauf que du coup, toi, sur ton canapé, t'as pas un loup. T'as un truc qui ressemble quand même plus trop à un loup. Et t'as pas le même but que la nature. La nature, elle s'en fout qu'il ait une bonne haleine, elle s'en fout qu'il ait un beau poil, elle s'en fout qu'il vive longtemps. Elle veut juste qu'il vive assez longtemps pour se reproduire, disséminer ses gènes et faire plein de petits loups ailleurs. En fait, t'as pas les mêmes buts que la nature, t'as un chien qui est pas naturel et tu vas me dire, oui, mais c'est quand même plus naturel de faire ça. Ben, non. Et surtout, donc la tendance du cru, ça part de là, mais ce qui est hyper naturel, c'est les salmonelloses. Ou d'ailleurs les Escherichia coli. Les bactéries, c'est hyper naturel. Mourir d'une bonne bactérie, ça, c'est naturel. Mais en fait, ça intéresse plus personne. Tu vois, la nature, on l'idéalise en mode, oui, c'est grand-mère feuillage, c'est Pocahontas, c'est mignon. Mais la nature, je sais pas si t'as vu Into the Wild. Mais Into the Wild, il bouffe le mauvais champignon, il crève tout seul dans sa caravane. Ça, c'est la nature, messieurs, dames. Donc, en fait, on pense que, ah bah oui, c'est naturel, donc c'est bien. Bah non, le venin, c'est naturel. Les champignons toxiques, c'est naturel. La digitaline, c'est naturel. Et ça veut ta mort. Tu vois, comme la moitié des bestioles d'Australie qui sont naturelles et qui veulent ta mort. Donc, faut arrêter avec cette histoire de naturel. C'est des trucs que nous, on se raconte en disant, ah bah c'est naturel, alors c'est forcément trop bien. Non. Donc, en fait, le cru, il n'y a pas spécialement d'intérêt. On l'a vu d'ailleurs, la cuisson améliore la digestibilité, donc ça sera plus digestible cuit que cru. La viande crue, il y a des bactéries dedans, et particulièrement, ça me fait rire, on veut du naturel, mais par contre, on va acheter le cru industriel broyé en barquette. Et d'où c'est naturel? D'où dans la nature, tu penses qu'il a une barquette de trucs broyés? Enfin, tu vois, ça a pas de sens, en fait. Donc, et le broyé cru industriel, on a, mais un nombre de publications stratosphériques pour montrer que ce sont des bombes de bactéries. Mais un truc, mais c'est bien, nous, on redécouvre des maladies moyenâgeuses que la cuisson avait complètement éradiquées. Je veux dire, ils ont réussi à choper la tuberculose. Il y a des chats en Angleterre qui ont chopé la tuberculose parce qu'ils ont bouffé du gibier cru. Leurs proprios ont chopé la tuberculose, leurs vétos ont chopé la tuberculose. Et tu dis, bravo le cru. Mais aux États-Unis, il y a des chats qui crèvent de grippe aviaire parce qu'on leur donne de la viande crue. C'est là, attendez les gars, on a quand même inventé la cuisson parce que c'était à la base une bonne idée. Tu vois, c'était quand même de tuer les bactéries et éviter de choper des maladies improbables. Mais on est en mode, ouais, c'est naturel. Bah oui, après crever, c'est naturel. Mais toi, si t'as une salmonellose, tu vas aller à l'hosto, t'auras une perf, elle sera pas naturelle. Donc il y a un moment, faut arrêter avec ces délires, tu vois. Et là, c'est vraiment, mais tu vois, tout le truc du pet food, c'est un peu des croyances et te donner bonne conscience c'est un peu de la manipulation. Tu vas te dire, oh bah quand même, hein, pour votre chien, ce serait mieux que ce soit naturel et tout.
Et c'est pas un jugement parce que j'étais la première à tomber là-dedans, tu vois. Mais on est tous tentés par ça. Et je vois maintenant que comme dans d'autres industries, c'est pareil, hein. En fait, cette tendance naturelle, elle est absolument partout. Et se dire, non, mais est-ce que ça a bien un sens, tu vois? Est-ce que ce qu'on essaie de me vendre, c'est logique? Comme quand ils te disent, ah, bah, sans céréales, parce qu'on n'a jamais vu un loup moissonner un champ de blé. Alors, on n'a jamais vu un loup fabriquer des croquettes non plus. Et quand on enlève le blé, on met des lentilles ou des patates à la place. J'ai jamais vu un loup moissonner un champ de lentilles non plus. Donc en fait, tu vois, c'est ce que moi j'appelle, non, une amie à moi appelle des fausses informations convaincantes. C'est des trucs qui sont faciles à croire, qui vont dans le sens de tes croyances, qui te donnent bonne conscience. Tu dis, ah bah oui, c'est évident. Et en fait, quand tu creuses, t'es là, eh ben non, c'est peut-être pas si évident que ça. Parce qu'en fait, notre mode de vie n'a plus rien de naturel, même la viande. En fait, des vaches sauvages, ça existe même pas. Il n'y a pas de vaches sauvages. C'est un truc qui a été créé par l'humain. Donc déjà ça, à la base, c'est pas naturel. Ouais. Donc c'est pousser le truc jusqu'au bout. Qu'est-ce qui est naturel? Bah alors, dans notre mode de vie, plus rien en fait, hein. Alors, est-ce que si, la réflexion n'est pas sur le naturel, mais plus j'ai pas envie d'acheter, des croquettes, pour, des croquettes, réalisées par des industriels qui sont certes peut-être excellentes, mais j'ai envie de faire, une ration ménagère à mon animal parce que, j'ai envie de lui faire, ses petites portions et du coup, potentiellement, j'achète, les haricots verts ou les carottes, chez le producteur à côté de chez moi. J'achète, ci et ça à côté de chez moi pour qu'il y ait du coup cet aspect plus local, tu vois? Ouais. Ou d'aller payer des plus petits producteurs et cetera. Et est-ce que cette, ration ménagère, tu vois, c'est problématique? Est-ce que nourrir au barf, c'est problématique? Est-ce qu'il y a pas, oui, alors sur, tout ce qui va être, comme tu disais, bactéries et cetera, il doit y avoir un process à respecter pour éviter ce genre de scandale parce que c'est pas possible. Bah en On peut fait, le pas, process c'est la intoxiquer cuisson. tout le monde. Donc la meilleure chose pour détruire les bactéries, c'est la cuisson. La congélation ne OK. détruit pas les bactéries. Alors maintenant, ils développent des super process à haute pression, machin, mais que tu peux pas faire chez toi. Donc chez toi, le moyen d'éviter les bactéries, c'est la cuisson. Donc du OK. coup, on a vu le barf. Le problème, c'est que c'est cru. Après, si tu veux cuisiner toi pour ton animal, mais en fait, il y a aucun souci, tu peux le faire. Et ça va être très bien si et seulement si tu suis une recette qui est équilibrée. En fait, le Et problème, ouais. ce qui est pas un problème, mais nous, les véto-nutritionnistes, quand on formule une ration ménagère pour un animal, on est en compétition avec une croquette. Donc, ce qui veut dire que si il avait pas mangé la ration qu'on formulait, il aurait mangé un aliment complet qui couvre tous les besoins en vitamines et minéraux tous les jours de sa vie. Donc, nous, on doit faire au moins aussi bien. Tu peux pas avoir une perte de chance pour l'animal. Tu peux pas dire, ouais, les gars, j'ai formulé un truc un peu, hein, mais, enfin, tu dis, bah non, s'il avait mangé des croquettes, ça aurait été complet, il faut que je fasse au moins aussi bien. Souvent, les gens disent, oui, mais moi, je sais pas, enfin, quand je cuisine, c'est pas aussi précis et tout. Oui, mais nous, on est tous carencés, en fait. Mais il n'y a pas d'autre option. On mange tous comme ça. Le régime humain, on est tous carencés. On est carencés en magnésium, on est carencés en fer, on est carencés en plein de trucs. Et en vitamine D, machin. Mais voilà, c'est comme ça. Mais le chien, lui, il a cette option hyper facile de ne pas être carencé. Donc, quand toi, tu lui fais une ration, faut que tu fasses au moins aussi bien. Donc, je formule très régulièrement. La plupart de mes consultes de nutrition, c'est de la ration ménagère, hein, sinon ils n'ont pas besoin de moi. Ouais. Donc, je formule et tous les véto-nutritionnistes formulent des rations ménagères. Donc, on peut, sans problème, formuler une ration ménagère. Mais ce sera excellent pour l'animal si la recette est suivie. Parce qu'en fait, les publications scientifiques montrent que dans 85% des cas, c'est énorme. Au bout d'un moment, les gens, ils donnent plus le complément minéral et vitaminé parce que quand même c'est cher. Ils donnent plus l'huile parce qu'en fait c'est chiant. Ils changent les viandes parce que j'ai remplacé ça par ça. Mais ouais, mais si tu remplaces une viande maigre par une viande grasse, ça a quand même rien à voir. En fait, j'ai quand même une collègue dont la cliente a fait ça. Elle avait prescrit la ration et la dame est arrivée. Il aimait pas les courgettes, alors j'ai remplacé par des pâtes. Ah, bah du coup, il a pris 1 kilo, hein, sur un chihuahua de 3, ça fait beaucoup 1 kilo. Et là, les gens, en fait, font n'importe quoi parce qu'on est humain, parce que tu vois, parce que ça nous fait chier, parce qu'on n'est pas des machines, on n'est pas rigoureux et tout. Et quand tu fais n'importe quoi, bah du coup, à la fin, c'est moins bien parce que ton truc est déséquilibré. Donc, la ration ménagère, c'est très bien si t'es hyper rigoureuse et que faut quand même connaître les inconvénients de la ration ménagère. C'est chronophage, faut avoir du temps. Moi, les gens qui font de la ration ménagère, ils ont pas d'enfants. Soit ils en ont pas encore, soit ils sont à la retraite. Mais généralement, quand t'as des gosses, tu galères déjà à faire à bouffer maison pour tes gosses, tu regardes le chien, t'es là, désolé, mais pas toi. Et beaucoup de parents, s'il y avait des croquettes pour les gosses, on le ferait. Donc on n'a déjà pas le Oui. temps, donc faut avoir le temps, faut avoir l'argent, ça coûte cher. La viande, ça coûte cher. Le complément minéral et vitaminé, ça coûte cher. Et après, il faut pas trop se préoccuper de son impact carbone. Parce que quand t'achètes de la viande pour humain que tu donnes pour ton chien, bah t'augmentes. C'est comme si tu mettais un petit humain en plus au monde. Donc tu augmentes la pression sur l'élevage, on va élever plus d'animaux et donc ça aura plus d'impact. Donc il y a des gens que ça dérange pas et c'est ok. Mais les gens qui se préoccupent de ça, je leur dis il y a aussi ça. Donc on est là pour les aider à faire le choix,
Et il y a plein de gens qui le font, il y a plein de gens qui le font très bien, et on est là pour les aider à le faire bien. Mais pour moi, c'est pas, enfin, tu vois, pourrait pas passer les, 15 millions de chats et 7 millions de chiens, ou plus les chiffres en tête, un truc comme ça. Mais les millions d'animaux qu'on a à la ration ménagère, on pourrait pas. On C'est pas produit pas possible. assez, enfin, tu vois, on pourrait pas produire assez de filets de poulet. Donc, c'est un mode d'alimentation qui est OK et ça, mais qui, de toute façon, n'a pas vocation à être généralisé. D'ailleurs, si vous avez des questions sur le barf et du coup les rations ménagères, il me semble que tu as écrit un livre dessus, non? Ouais, alors j'ai écrit mon deuxième livre sur la ration ménagère pour justement aider les vétérinaires. Son premier livre, c'était sur les idées reçues. Et les Ok. vétérinaires, c'est nos éditions, dans des éditions professionnelles, c'est les éditions du Point Vétérinaire, c'était pour les vétos. Et donc ils ont lu ce livre et ils se sont dit ah c'est trop bien. Et à la fin j'avais un petit truc vite fait pour leur apprendre à faire des rations ménagères et ils se sont mis à en faire. Ils ont dit ouais mais je veux faire plus. Donc mon éditrice m'a dit il faut que tu fasses un deuxième livre sur la ration ménagère. Donc j'ai écrit un livre entier sur la ration ménagère. Donc tu sais tous les gens qui disent ah Charlotte elle est vachement pro-industrielle et tout. J'ai quand même passé des années à écrire un livre sur la ration ménagère. Et on a dû aussi créer un logiciel pour équilibrer ces rations ménagères parce que quand je te dis il faut qu'on s'assure que ça apporte tous les nutriments, bah comment on Et ouais. s'assure, tu vois, donc on a un logiciel où tu rentres les ingrédients et ça te dit si c'est équilibré ou pas. Donc je l'ai co-créé avec quelqu'un qui code parce que moi je ne connais pas cette partie, donc j'ai fait la partie nutrition, il a fait la partie code. Donc oui, on est capable de le faire, on le fait, je le fais en routine, mais c'est juste que voilà, c'est pas quelque chose comme moi je fais vraiment de la vulgarisation grand public. Et en fait, la plupart des gens, il y en a quelques-uns qui ont envie de le faire, mais la plupart des gens, ils culpabilisent de pas le faire parce qu'on leur dit, par exemple, bah oui, pour les enfants, c'est vachement mieux de faire du fait maison et tout ça. Donc ils se disent, bah pour les animaux, c'est pareil. Donc ils culpabilisent de pas le faire. Mais quand tu leur dis, non, mais attendez, il y a de l'industriel très équilibré, très bien, en fait, ça les soulage parce qu'au fond, ils avaient pas non plus assez de temps, assez d'énergie pour le faire, et ils voulaient juste avoir bonne conscience. Et d'ailleurs, les industriels, dans le marketing, souvent, ils vendent cette bonne conscience en disant non, mais c'est comme si vous avez cuisiné maison, tu vois des gros filets de poulet sur les paquets, ce qui est totalement Ouais. illégal, parce que c'est pas des filets de poulet qui rentrent dans l'extrudeur. Tu vois de la vaisselle comme de la vaisselle pour maison, et c'est vraiment, nous, c'est des vrais ingrédients, ce que j'adore, des ingrédients 100% naturels. Par opposition à, tu penses que le concurrent, il met de la viande imprimée en 3D, tu vois, enfin, donc tous les ingrédients sont 100% naturels, tu vois. Il n'y a pas de la viande synthétique, ça n'existe pas encore, tu vois. Mais tout le marketing est fait pour donner bonne conscience aux gens qui se disent, oh, ce serait quand même vachement mieux de cuisiner pour mon animal, mais j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, j'ai la flemme. Et mais après voilà, les gens qui souhaitent le faire, et il y a des gens ça se passe très bien et leur chien et la ration ménagère toute leur vie et tout ça. Mais voilà, mais c'est en fait une minorité. Ouais, donc il faut se faire accompagner si on Tout veut à fait. passer sur de la ration ménagère ou du barf. Et du coup, tu disais, c'est ça, d'ajouter des compléments minéraux et vitaminés dans la nourriture Ouais, pour justement lui permettre d'avoir tout ce qu'il faut, enfin tout ce ouais. qu'il faut potentiellement pour On les est apports obligé parce qu'une équilibrés. ration ménagère, c'est en gros une viande ou un poisson, des légumes, de l'huile et généralement une source de féculents. Mais si tu mets que Ouais, ça, c'est totalement carencé. Donc on rajoute un complément minéral et vitaminique qui va apporter toutes les vitamines et minéraux qu'on ne trouve pas dans ces 4 ingrédients classiques. Après, dans le barf, tu peux faire sans complément minéral et vitaminé, mais il va falloir mettre du foie de veau pour apporter suffisamment de zinc, il va falloir mettre des rognons pour le sélénium, il va falloir mettre de la levure de bière pour la vitamine B, il va falloir mettre des algues pour l'iode, il va falloir mettre, t'as plein de petits ingrédients comme ça où tu vas ok. devoir chiner tes ingrédients pour réussir à couvrir, et au final t'as 9 ingrédients où c'est beaucoup plus chiant. Et il y en a qui disent sinon une poudre c'est bien. Mais on peut aussi équilibrer une ration sans mettre des compléments minéraux et vitaminés, c'est faisable. Ok. Mais ultra important de se faire accompagner de toute façon si on Bah part oui, sur de la ration ménagère. ouais. On peut pas faire tout et n'importe quoi et se dire je mets un peu de haricots verts, un peu de carottes, un peu de poulet et ça suffit quoi. Bah, les 2 premières années, tu verras pas parce que les carences, sauf si c'est en croissance. À l'âge adulte, les Ok. carences, ça met du temps à se voir, mais au bout d'un moment, le premier truc souvent, c'est qu'il a le poil moche. Au bout de 2 ans, t'as plus assez de zinc, vitamine E, vitamine B, donc tu commences à avoir un poil moche, un poil gras, un animal qui se gratte. Mais le truc, c'est que ça fait 2 ans que tu fais de la ration ménagère, donc tu mets pas du tout ça sur le compte que ça fait 2 ans qu'il a des carences. Et ouais. Mais en fait, le temps qu'il épuise ses stocks, ça prend à peu près 2 ans. Tout ce qui est sucre, céréales, sans sucre, sans céréales, sans sel, surtout le sans céréales, est-ce que tu pourrais rapidement nous faire une aparté sur ce sans céréales qu'on voit partout et qui est l'argument numéro 1 de vente en ce moment? Qu'est-ce qu'on doit en penser du sans céréales qui a l'air si révolutionnaire que ça? Bah, le sans céréales, pour moi, c'est le plus grand coup marketing de l'alimentation animale, c'est merveilleux. Donc ça surfe sur le naturel et sur le fait Ouais. que la création du barf dans les années 90 en Australie, où c'était votre chien est un loup, il doit manger comme un loup. Mais en fait, le barf, c'est hyper contraignant, c'est hyper cher. Et donc les gens voulaient faire ça, mais ils ne voulaient pas les contraintes.
les industriels se sont dit comment on peut essayer de reproduire ça. Et ils pouvaient pas faire sans amidon. Parce qu'une croquette, ça a besoin d'amidon pour faire le côté croquant, le côté un peu choc à pic, là. Et donc, ils se sont dit, on va faire sans un truc, on va faire sans céréales. Mais à la place, ils ont dû mettre une autre source d'amidon, donc ils ont mis des pommes de terre, de la patate douce, ou des pois ou des lentilles, et principalement des pois et des lentilles, parce que ça apporte aussi des protéines. Donc, ça va faire le côté, votre chien, c'est un loup, il mange des protéines, il va à la salle, tout ça. Mais, en fait, ça a rien changé. Enfin, t'as la même croquette, sauf ce que ça a changé, c'est qu'on avait de l'amidon qui faisait pas péter, qui était l'amidon des céréales, et on a remplacé par de l'amidon qui fait péter, qui est l'amidon des pois et des lentilles. Super le changement, on a un petit changement olfactif. Et en plus, les pois et les lentilles, on suspecte maintenant que ça cause des problèmes cardiaques, mais des problèmes cardiaques graves. On a des chiens qui meurent à cause de ça. Donc vraiment, c'était le truc, je ne vois pas le bénéfice. Par contre, on voit très clairement les risques. Moi, j'ai eu des chiens de ma clientèle qui sont morts à cause de ça et c'était affreux. Donc, c'est vraiment juste du marketing, aucun intérêt nutritionnel et c'est très représentatif du pet food actuellement, c'est que beaucoup de choses, il n'y a pas de fondement, mais les gens disent mon chien il se grattait, donc j'ai changé, je suis passée sur le sans céréales, mais quel est le rapport avec la choucroute? Tu vois, il y a aucun lien, mais c'est maintenant c'est devenu général et la tendance continue quoi. Et du coup, une question que nous a posée une abonnée, quel conseil pour les vieux chats dénutris qui ne veulent plus manger de croquettes ou de pâtés tu donnerais? Alors souvent quand les problèmes d'appétit, c'est souvent pas des problèmes de nutrition, c'est souvent des problèmes médicaux. Et ça, on se tourne souvent vers un nutritionniste et en fait, il faudrait se tourner vers les internistes, donc les spécialistes de médecine interne pour dire pourquoi ce chat n'a pas d'appétit. Un chat qui a pas d'appétit, c'est pas un problème de nutrition. Après, il y a des choses à faire nutritionnellement. Donc, par exemple, la pâtée, il aime mieux quand elle est tiède que quand elle est froide. Donc, mettre la pâtée à température ambiante, voire la réchauffer un petit peu avant de la donner. Il y a des croquettes qui peuvent être un peu plus appétantes et on va surtout donner des croquettes très riches. Comme ça, même si l'animal en mange peu, il va avoir ses besoins couverts. Mais le manque d'appétit, c'est un symptôme et c'est un symptôme médical. Donc, il faut vraiment se tourner vers son vétérinaire pour traiter le manque d'appétit, ce qu'on ne pourra pas faire en nutrition. Merci Charlotte. Est-ce que tu pourrais, en clôturant ce podcast, nous donner un nom d'une personne que tu aimerais retrouver derrière le micro d'Allopets? Alors moi, c'est Jess is a vet sur Instagram que j'aimerais beaucoup retrouver ici. C'est vraiment une vétérinaire passionnée et passionnante et je pense qu'elle aura vraiment plein de choses à apporter aux auditeurs et auditrices de notre podcast. Et une idée reçue que tu aimerais déconstruire aujourd'hui? C'est vraiment l'idée reçue sur le naturel et sur penser qu'il y a quelque chose de naturel et se faire avoir par tout ce marketing autour de la nature, et ça et réfléchir à se dire tiens quand on me dit ça, pourquoi on me le dit, est-ce que vraiment ça a du sens, quelle émotion ça génère chez moi, est-ce qu'on essaie de me faire peur et vraiment réfléchir aux impacts du marketing sur soi et je pense que ce sera déjà une belle chose. On est déjà à la fin de l'épisode. Un grand merci Charlotte pour ton temps. J'ai passé un super moment à tes côtés. On a beaucoup appris. Merci beaucoup pour ta présence aujourd'hui. Eh ben merci à toi, c'était très intéressant et hâte de voir la suite. J'espère que cet épisode t'aura aidé à mieux comprendre l'alimentation de ton chien et de ton chat. N'hésite pas à suivre Charlotte pour en apprendre encore plus. Une surprise d'ailleurs arrive sur nos réseaux sociaux, alors rejoins-nous vite si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode parce qu'on a encore beaucoup de choses à découvrir pour continuer à être de super pets parents. Alors je te dis à très vite sur Allopets Podcast. Tu as aimé cet épisode? Alors n'hésite pas à en parler autour de toi, le partager et lui laisser 5 étoiles sur ta plateforme préférée.